Le soleil matinal, éclectique et impitoyable, se reflétait sur les façades de verre et d'acier des immeubles du 8e arrondissement, projetant une lumière dorée sur un monde que Lucas n'avait jusqu'alors observé que de loin, depuis la bordure du périphérique. Je contemplais cette scène quotidienne depuis mon balcon en sirotant mon café. La ville s'éveillait par strates et je connaissais bien la frontière. Il y avait ceux qui appartenaient de plein droit à l'intérieur de ces tours de marbre et de pouvoir, et ceux dont le destin était de les nettoyer lorsque les premiers regagnaient leur foyer, à la nuit tombante. Ce gamin, avec son air perdu et ses vêtements trop grands, était sur le point de franchir cette ligne invisible, mais si réelle. Et, pour une raison obscure, mon cœur s'est serré. Ses baskets, des contrefaçons grossières d'une marque américaine célèbre, crissaient de façon assourdissante sur le marbre poli, tandis qu'il poussait les lourdes portes tournantes en cuivre de Dumont et Associés, banque privée. J'ai presque senti le choc de la climatisation glaciale qu'il a dû frapper comme un mur. Un contraste brutal avec la chaleur étouffante de l'été parisien. Je connaissais cette sensation. Le hall d'entrée était un temple d'une opulence froide. Des colonnes de marbre veiné s'élevaient sur plus de 10 mètres, soutenant un plafond aux moulures qui semblait véritablement doré à la feuille. Des lustres de cristal taillé, chacun valant probablement plus que tout l'immeuble où Lucas devait vivre, en banlieue, projetaient une lumière chaude et étudiée sur des canapés en cuir qui paraissaient intouchables. Tout là-bas sentait l'argent, la richesse ostensible, un mélange enivrant de fleurs fraîches coupées, de bois précieux cirés et d'autres choses d'indéfinissables. Une odeur de réussite et d'appartenance qui ne se dissipait jamais. Il serra fort l'enveloppe jaune qu'il tenait dans sa poche. J'ai pu voir, même à distance de mon imagination, ses doigts sales. Il n'y avait pas d'eau courante dans son immeuble depuis 3 jours. Une de ces brèves nouvelles dans le journal local qu'on lit avec un mélange de pitié et de soulagement de ne pas être concerné. Et il était douloureusement conscient de la tache de crasse sur sa joue qu'il avait tenté en vain d'effacer avec l'eau d'une fontaine publique. « Puis-je vous aider, jeune homme ?» La voix était douce, mais coupante, celle de la réceptionniste, Sophie. Elle le regardait avec ce regard. Un regard que moi, en tant que femme, connaissais bien, bien que dans sa version la plus classiste. Le regard qui évalue, qui catégorise, qui décide en un instant si vous méritez l'attention ou n'êtes qu'une nuisance à écarter. « Je voudrais consulter mon solde, s'il vous plaît, » murmura-t-il, la voix réduite à un fil. Les sourcils parfaitement épilés et dessinés de Sophie se haussèrent légèrement. « Je suis désolé, jeune homme, mais il s'agit d'une banque d'investissement privée. Nous ne gérons pas les comptes courants ordinaires. Cherchez-vous peut-être l'agence de la Société Générale, plus bas sur l'avenue ?» C'était un refus habillé de courtoisie, une technique que tant d'entre nous avons perfectionnée pour gérer ce qui est jugé indésirable. « J'ai un compte ici, » coupa Lucas, et j'ai pu entendre la note désespérée et aiguë dans sa voix. Cette note qui nous échappe si souvent quand nous luttons pour être pris au sérieux. « J'ai une carte !» L'expression de Sophie passa du mépris initial à une confusion sincère lorsqu'elle examina la carte. Elle était authentique. J'ai vu le conflit sur son visage. La formation professionnelle dictait le protocole, mais le préjugé profond hurlait que c'était absurde. « Dans ce cas, il vous faudra parler avec l'un de nos gestionnaires. Veuillez patienter là-bas, je vous prie. » Mais Lucas ne l'écoutait déjà plus. Toute son attention, et la mienne, en l'observant, fut captée par l'homme qui traversait le hall avec une assurance dévastatrice. Antoine Delacroix. Je connaissais le genre. Le pouvoir émanait de lui comme un parfum coûteux. Le costume sur mesure, les chaussures impeccables, le sourire qui n'avait jamais connu le doute. Il représentait un certain type de masculinité triomphante, intouchable. Et il fixa Lucas avec une expression de mépris amusé. « Sophie !» lança-t-il, la voix résonnant avec l'autorité détendue de celui qui n'a jamais été ignoré. « Y a-t-il une raison pour que nous laissions entrer des enfants des rues dans l'établissement ? Je croyais que nous avions une sécurité pour ce genre de contretemps. »
Les mots frappèrent Lucas comme un coup physique. Autour, les autres clients se tournèrent pour le dévisager. J'ai vu le visage du gamin s'embraser, un mélange insoutenable de honte et d'une colère qui lui faisait monter les larmes aux yeux. En tant que femme, habituée à lire les micro-expressions pour me protéger, j'ai vu l'instinct de fuite en lui. Chaque fibre de son être voulait disparaître. « Monsieur Delacroix, le jeune homme prétend avoir un compte chez nous, tenta Sophie, mal à l'aise. Un compte ? Le rire d'Antoine fut aigu, sec et cruel. Regardez-le, Sophie. Il a le visage sale et ses vêtements semblent sortir d'une benne. Le seul compte qu'il connaît est probablement celui que ses parents ont ouvert au tabac du coin. D'autres rires, étouffés, parcoururent le hall. Une femme avec un collier de perles se couvrit la bouche d'une main manucurée. Un homme en costume hocha la tête. C'était un spectacle d'humiliation publique, et Antoine Delacroix en était le maître de cérémonie. Lucas voulait fuir, mais ensuite, il pensa à Madame Chen, l'épicière. Il pensa à l'avis d'expulsion. Il pensa à sa sœur, Inès, et à son estomac vide. Il pensa à sa mère. « J'ai une carte !» répéta-t-il, plus fort. La voix tremblait, mais il se força à faire un pas en avant. « Je veux juste voir mon solde. » L'expression d'Antoine passa d'amusé à irrité. Il s'attendait à ce que le gamin prenne la fuite en pleurant. La résistance l'offensait. Sécurité. Mais ensuite, il leva une main. Une nouvelle expression traversa son visage. Ce n'était pas de la curiosité. C'était quelque chose de plus prédateur. Cette lueur dans le regard de celui qui voit une opportunité d'exercer son pouvoir. De prolonger le jeu pour savourer la victoire. « Attendez ! En fait, cela pourrait être amusant. » Il se cala dans son fauteuil en cuir. « Venez ici, mon garçon. Voyons donc ce fameux conte. » Lucas s'approcha, les jambes flageolantes. Il sentait chaque regard du hall braqué sur lui, le jugeant. Lorsqu'il arriva au bureau d'Antoine, il dut lever les yeux pour rencontrer le regard du banquier. La dynamique était douloureusement claire. L'homme puissant debout, le gamin fragile et petit devant lui. « Laissez-moi deviner, » dit Antoine, assez fort pour que tous entendent. « Vous avez trouvé cette carte dans une poubelle, ou peut-être l'avez-vous volée dans une boîte aux lettres. C'est un crime, vous savez. Je pourrais vous faire arrêter ici et maintenant. Je n'ai rien volé, » chuchota Lucas. « Elle est arrivée chez moi. Il y a mon nom. »« Votre nom ?» répéta Antoine, moqueur. « Et quel serait ce nom ? Dois-je m'attendre à un fils secret d'une fortune sous toute cette crasse ?» Lucas Benally. Les doigts d'Antoine Delacroix volèrent sur le clavier, l'expression d'une patience exagérée. Lucas Benally. Eh bien, voyons ce que nous trouvons, voulez-vous ? Je suis sûr que ce sera fascinant. La performance était pour le public. La salle était silencieuse, attendant la chute. La main de Lucas alla à sa poche, touchant la seule chose qu'il gardait toujours sur lui. Une petite photo usée de sa mère. Elle souriait sur la photo, devant de tomber malade. Avant que... Mais peut-être avait-il touché juste sur autre chose. Les doigts d'Antoine cessèrent de taper. Les yeux se fixèrent sur l'écran. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu son expression de confiance vaciller. C'était presque imperceptible. Un léger écarquillement des yeux, un petit resserrement autour de la bouche. Puis le masque professionnel revint en place. « Eh bien, dit-il, la voix dégoulinant de fausse douceur. Il semble que vous ayez effectivement un compte. Lucas Benally. » Qui l'eût cru? Il fit une pause dramatique. « Mesdames, messieurs, il semble que nous ayons un client légitime parmi nous. Le compte affiche un solde de... » Il s'arrêta au milieu de sa phrase. Cette fois, l'éclair de surprise dura plus longtemps. Le sourire se figea sur son visage, devint tendu. « Le solde indique, » reprit-il, mais la voix avait perdu une grande partie de sa certitude moqueuse. J'observais le visage du banquier traverser une série de changements rapides. Confusion, incrédulité, choc, et quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « C'est impossible, » murmura-t-il, si bas que seul Lucas a dû l'entendre. Antoine Delacroix avait vu beaucoup de choses, mais jamais, en 23 ans de banque privée,
Il n'avait vu quelque chose comme ce qui apparaissait à l'écran. Le chiffre n'avait pas de sens. Il ne pouvait pas être réel. C'était forcément une erreur. Parce qu'il n'y avait aucune possibilité que ce gamin crasseux, qui semblait ne pas avoir mangé décemment depuis des semaines, possède un compte dans cette banque avec un tel montant. Il semble y avoir un problème technique, dit-il prudemment. Le système affiche, des informations clairement incorrectes. Ça dit quoi? Demanda Lucas d'une petite voix. Antoine regarda le garçon. Il le regarda vraiment, pour la première fois. Et moi, à travers mes yeux de narratrice, je le vis aussi. La crasse n'était pas de la négligence, c'était la crasse de la privation. Les vêtements n'étaient pas seulement vieux, ils tombaient en lambeaux. La colle sur les baskets n'était pas une solution temporaire, elle était permanente. C'était un gamin dans une pauvreté réelle. Et selon l'écran, il avait un solde de 40 millions d'euros. « Sophie » appela Antoine, essayant de garder la voix stable. « Venez ici un instant, s'il vous plaît. » La réceptionniste s'approcha, les talons claquant sur le marbre. « Vérifiez quelque chose sur votre terminal. Recherchez le compte de Lucas Benali. » Il épela le numéro. Les doigts de Sophie bougèrent avec une efficacité professionnelle. Je vis l'instant exact où elle trouva le compte. Les yeux s'écarquillèrent et le sang sembla se retirer de son visage parfait. « Monsieur Delacroix, le solde ?»« Je sais ce qu'il indique, » le coupa-t-il. « La question est de savoir si vous voyez la même chose que moi. »« C'est la même chose, » confirma Sophie, la voix légèrement tremblante. 40 300 000 euros. L'esprit d'Antoine s'emballa. C'était forcément du blanchiment. Ou peut-être que le compte était celui des parents, des criminels. Il n'y avait pas d'autre explication logique. « Lucas, » dit-il, le ton plus sérieux, « vous devez être parfaitement honnête avec moi. Où avez-vous eu cette carte ? Elle est arrivée par la poste, il y a 6 mois. Il y avait une lettre avec. » « Une lettre de qui ? » ? « De ma mère. » La voix de Lucas se brisa légèrement sur le dernier mot. « Avant qu'elle ne meure. » Le hall, puis bruissait de curiosité, se tut soudain. Antoine sentit quelque chose d'inconfortable se tordre dans sa poitrine, quelque chose qui ressemblait peut-être à de la honte, bien qu'il la rejetât rapidement. « Je comprends, » dit-il prudemment. « Et votre mère était... »« Ma mère était femme de ménage, » dit Lucas, relevant légèrement le menton, défiant la honte qu'Antoine s'attendait clairement à le voir ressentir. Elle avait 3, parfois 4 emplois. Cela n'avait encore moins de sens. Une femme de ménage avec 40 millions. « Lucas, est-il possible que votre mère ait été impliquée dans quelque chose d'illégal ?» demanda Antoine, essayant d'être diplomatique. « Parfois, les gens en difficulté font des choix qui... »« Ma mère n'était pas une criminelle, » dit Lucas sèchement, avec plus de force qu'il n'en avait montré jusqu'alors. « C'était la meilleure personne que j'ai connue. Elle s'est tuée à la tâche pour essayer de nous donner, à ma sœur et à moi, une vie meilleure. » Je remarquais les autres clients dans le hall se déplacer avec gêne. La femme au collier de perles fixait maintenant ses chaussures. L'homme en costume s'était détourné, soudain très intéressé par son téléphone. Le spectacle n'était plus amusant. La cruauté commençait à révéler son prix. « Bien sûr, » dit Antoine, imperturbable. « Je ne voulais pas suggérer... » « Écoutez, si nous poursuivions cette conversation dans un endroit plus privé? Sophie, pouvez-vous accompagner M. Benali en salle de réunion B? » À vrai dire, intervint une nouvelle voix, grave. « Je vais m'en occuper. » C'était Gérard Dubois, l'un des plus anciens gestionnaires de clientèle de la banque. Il avait 63 ans et la réputation d'être compétent et totalement indifférent au théâtre habituel d'Antoine. « Gérard, je gère la situation, » dit Antoine, essayant d'injecter de l'autorité dans sa voix. « Non, Antoine, vous faites un spectacle, » répondit Gérard calmement. « Et vous êtes sur le point de commettre une erreur très grave. » Il se tourna vers Lucas avec une expression sincèrement chaleureuse. La première expression de bonté que le gamin avait vue depuis son entrée. « Bonjour Lucas, je m'appelle Gérard Dubois. Voulez-vous me suivre? Nous pouvons régler cela dans un endroit plus confortable. » Visiblement incertain sur qui faire confiance. Finalement, il hocha la tête.
Tandis que Gérard conduisait Lucas vers les ascenseurs, Antoine sentit le contrôle de la situation lui échapper. Il se leva rapidement. « Gérard, je pense vraiment que je devrais être présent pour… » « Vous en avez assez fait, » répondit Gérard sans se retourner. « Restez ici et occupez-vous de vos autres clients. Je m'en charge. » Gérard et Lucas disparurent dans l'ascenseur. Autour de lui, le hall restait silencieux. Tous avaient été témoins de sa tentative d'humilier un garçon de 12 ans. Un garçon qui apparemment avait plus d'argent que la plupart des clients d'Antoine. Il s'assit à son bureau, essayant de retrouver sa contenance, mais il sentait les regards, percevait le jugement. Pour la première fois depuis des années, Antoine Delacroix ressentit quelque chose qu'il pensait avoir laissé derrière lui dans l'enfance, de la honte. Là-haut, dans une salle de réunion accueillante, avec une lumière douce et des meubles qui semblaient invités à s'asseoir, Gérard Dubois fit ressentir à Lucas quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis son entrée dans la banque, de la sécurité. « D'abord, dit Gérard, servant à Lucas un verre d'eau fraîche. « As-tu faim ? Je peux faire monter quelque chose. » L'estomac de Lucas gronda bruyamment. Il hocha la tête, honteux. Gérard décrocha le téléphone et commanda des sandwichs, des fruits et des pâtisseries. « Pour 3 personnes, précisa-t-il, bien qu'il ne soit que 2 dans la pièce. »« Pourquoi vous êtes gentil avec moi ?» demanda Lucas, méfiant. « Tous les autres ici me regardent comme si j'étais de la vermine. »« Parce que, contrairement à Antoine Delacroix, je me souviens de ce que c'est de n'avoir rien, » dit Gérard simplement. « J'ai grandi dans les banlieues sud dans les années 70. Mon père était ouvrier. Ma mère faisait des ménages. J'ai été le premier de ma famille à aller à l'université, et seulement avec des bourses et 3 petits boulots. » Lucas étudia le visage de Gérard, cherchant des signes de fausseté. Mais les yeux de l'homme plus âgé étaient sincères. « Maintenant, » dit Gérard, sortant une tablette, « parlons de ton compte. J'ai extrait le dossier et je dois dire qu'il est assez remarquable. Le compte a été ouvert il y a 6 mois par ta mère, c'est ça ? Je crois. Elle ne m'en a jamais parlé. J'ai juste reçu la carte et une lettre par la poste après qu'elle… » Il ne put terminer. « Puis-je voir la lettre ? » demanda Gérard doucement. Lucas sortit un morceau de papier plié de sa poche. Il avait été tellement lu et relu que les plis commençaient à se déchirer. Il le tendit à Gérard d'une main tremblante. Gérard déplia la lettre avec soin et commença à lire. Tandis que ses yeux parcouraient la page, son expression passa de la curiosité professionnelle à une émotion profonde. Quand il eut fini, il dut s'éclaircir la gorge avant de parler. « Lucas, dit-il doucement, ta mère était une femme extraordinaire. »« D'où vient cet argent ? » demanda Lucas. « Je ne comprends pas. Nous n'avons jamais eu d'argent. On avait à peine de quoi payer le loyer. Maman travaillait toujours, mais on était toujours fauchés. » Gérard regarda les détails du compte sur la tablette, puis la lettre, puis Lucas. Quand il parla, sa voix était chargée d'émotion. « Il y a 6 mois, ta mère est venue dans cette banque. Elle n'est pas entrée par la porte principale. Elle a utilisé l'entrée de service parce qu'elle était là pour travailler, comme membre de l'équipe de nettoyage. Mais elle a obtenu un rendez-vous avec l'un de nos gestionnaires les plus jeunes, quelqu'un qui a daigné écouter son histoire. »« Quelle histoire ? » se pencha Lucas. « Ta mère économisait de l'argent depuis des années. Chaque centime supplémentaire qu'elle gagnait allait dans une boîte à chaussures sous son lit. Elle a dit à notre gestionnaire qu'elle savait qu'elle était malade, que les médecins lui avaient dit qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps, et qu'elle voulait s'assurer que toi et ta sœur seriez pris en charge. » Lucas sentit les larmes lui monter aux yeux. « Mais on était si pauvres. Comment a-t-elle pu économiser autant ? » ?»« Elle n'a pas économisé, » dit Gérard doucement. « L'argent sur ton compte ne vient pas d'économie, Lucas. Il vient d'une assurance vie. »« Une assurance vie ?» La voix de Lucas n'était qu'un souffle. Gérard hocha la tête. « Ta mère a payé une assurance vie pendant plus de 10 ans. Des primes petites, probablement 20 ou 30 euros par mois, qu'elle arrivait à trouver même quand vous n'aviez pas d'argent pour la nourriture. La police avait une valeur de 40 millions d'euros. Le chiffre était si énorme que Lucas ne pouvait même pas le concevoir. 40 millions.
Ce n'était pas réel. Mais il y a plus, continua Gérard. Ta mère a été très précise sur la façon dont elle voulait que l'argent soit géré. Elle a créé une fiducie avec des conditions très particulières. L'argent est à toi et à ta sœur, mais il est protégé. Tu ne peux pas accéder à la totalité avant tes 25 ans. D'ici là, tu as accès à une mensualité qui est plus que suffisante pour couvrir toutes tes dépenses. Logement, nourriture, éducation. Tout ce dont tu as besoin. Lucas fixa Gérard, incapable de parler. Sa mère, qui s'était tuée à la tâche, qui avait porté les mêmes 3 vêtements pendant des années, qui sautait parfois des repas pour qu'Inès et lui puissent dîner, avait réussi à leur laisser des millions. Pourquoi elle ne me l'a pas dit? Réussit finalement à demander Lucas. D'après sa lettre, dit Gérard, touchant doucement le papier usé. Elle ne voulait pas que tu saches qu'elle était en train de mourir. Elle ne voulait pas que tes derniers souvenirs d'elle soient remplis de tristesse et de peur. Elle voulait que tu te souviennes d'elle comme forte, comme capable de s'occuper de vous, même après son départ. Quelqu'un frappa à la porte. Une jeune femme entra avec un plateau de nourriture. Elle le posa sur la table, sourit gentiment à Lucas et sortit. « Mange !» l'encouragea Gérard. « Nous avons d'autres choses à discuter, mais tu dois manger d'abord. » Lucas attrapa un sandwich et mangea comme s'il n'avait pas vu de nourriture depuis des jours, ce qui n'était pas loin de la vérité. Tandis qu'il mangeait, Gérard lui expliqua davantage le compte, la fiducie, la nécessité d'un tuteur légal. « Et ma sœur ?» demanda Lucas entre 2 bouchées. « Inès n'a que 8 ans. Ça peut l'aider aussi ?» « La fiducie couvre vous 2, assura Gérard. « Ta mère a tout arrangé. Inès est incluse dans toutes les dispositions. » Lucas finit 2 sandwichs et commençait le 3e quand le téléphone de Gérard vibra. Il le regarda et fronça les sourcils. « Il semble qu'Antoine Delacroix ait passé quelques coups de fil. » dit Gérard. « Il est très inquiet quant à la légitimité de ton compte. Il suggère que nous devrions impliquer les autorités fiscales. Il prétend que cela pourrait être du blanchiment ou une fraude. » Lucas sentit la panique monter dans sa poitrine. « Mais ma mère n'a pas... » « Je sais, » dit Gérard fermement, « et j'ai toute la documentation pour le prouver. La compagnie d'assurance, les documents de la fiducie, tout est parfaitement légitime et légal. Antoine a juste du mal à accepter qu'il avait tort. »« Il me déteste !» dit Lucas à voix basse. « Il ne te déteste pas, » corrigea Gérard. « Il déteste avoir été ridiculisé. Il y a une différence. Antoine Delacroix a bâti toute sa carrière sur le fait d'être la personne la plus intelligente dans la pièce, de pouvoir lire les gens et les situations instantanément. Tu remets cela en cause. Tu es entré dans sa banque avec l'apparence de quelqu'un qu'il pouvait ignorer, quelqu'un qu'il pouvait ridiculiser pour amuser ses clients riches. Et en fait, tu es l'un des clients les plus riches de l'immeuble. « Je ne suis pas riche, » protesta Lucas. « Je suis juste moi. » « Tu es un garçon de 12 ans avec une fiducie de 40 millions d'euros, dit Gérard avec un léger sourire. Cela te rend très riche que tu le sens ton nom. Lucas regarda ses vêtements sales, ses baskets rafistolées, ses mains qui étaient encore sales malgré tous ses efforts pour les nettoyer. Je ne me sens pas riche. Donne-toi du temps, dit Gérard. Maintenant, parlons de ce qui se passe ensuite. Antoine Delacroix n'avait pas l'habitude d'avoir tort. Dans son monde soigneusement construit, il était toujours 3 pas en avance, toujours aux commandes. Mais assis à son bureau dans le hall, il ressentait une incertitude véritable. Le téléphone vibra avec un message de Gérard. « Salle de réunion B, maintenant. Et Antoine, laisse ton égo à la porte. » La mâchoire d'Antoine se contracta. Gérard Dubois avait toujours été une épine dans son pied. Un rappel que le succès en banque n'exigeait pas l'avantage impitoyable qu'Antoine avait cultivé si méticuleusement. La montée en ascenseur jusqu'au 14e étage sembla plus longue que d'habitude. Antoine vérifia son reflet dans les portes d'acier poli, redressa sa cravate, lissa ses cheveux. L'armure de perfection qu'il avait toujours protégée. Sauf qu'aujourd'hui, cette armure était fissurée. Quand il entra dans la salle de réunion B, la scène qui l'accueillit fut si inattendue qu'il s'arrêta sur le seuil. Lucas était assis à la table,
mangeant un sandwich avec la faim désespérée de celui qui a manqué trop de repas. Son visage était plus propre. Quelqu'un lui avait donné des lingettes. Et, sous la meilleure lumière de la pièce, Antoine pouvait voir des détails qui lui avaient échappé auparavant. Le gamin avait clairement les yeux de sa mère, grands et sombres, qui contenaient trop de tristesse pour quelqu'un d'aussi jeune. Les mains, bien que petites, montraient des callosités qui suggéraient qu'il avait travaillé, assumant des responsabilités d'adulte trop tôt. Gérard était assis en face de Lucas et des documents, beaucoup de documents, étaient étalés entre eux sur la table. « Antoine, dit Gérard, le ton neutre mais ferme, merci de vous joindre à nous. Asseyez-vous, je vous prie. » Antoine s'assit, se sentant étrangement comme s'il était celui qui était évalué. Lucas le regarda, puis détourna rapidement les yeux, se concentrant intensément sur son sandwich. « J'ai examiné toute la documentation relative au compte de Lucas, commença Gérard, faisant glisser un dossier vers Antoine. Tout est parfaitement légitime. L'argent vient d'une assurance vie que sa mère, Amel Benali, a payée pendant plus de 10 ans. La police a été débloquée il y a 6 mois, après son décès. Tous les impôts dus ont été payés. Toutes les exigences légales ont été satisfaites. Ce n'est pas une fraude, ni du blanchiment, ni aucune autre activité illégale. » Antoine ouvrit le dossier et commença à lire. À chaque page, il sentait sa certitude s'effondrer. Ce n'était pas un stratagème criminel. C'était une mère qui avait tant aimé ses enfants qu'elle avait tout sacrifié, littéralement tout, pour s'assurer qu'ils seraient pris en charge après son départ. Amel Benali travaillait comme femme de ménage dans plusieurs immeubles de bureaux à Paris, continua Gérard, y compris dans celui-ci d'ailleurs. Elle a probablement nettoyé cette même pièce des dizaines de fois. Antoine sentit quelque chose de froid se poser dans son estomac. Il pensa à toutes les nuits où il avait travaillé tard, laissant des déchets pour l'équipe de nettoyage, des tasses de café sur les bureaux, des papiers négligemment éparpillés. La mère de Lucas avait-elle été l'une de ces personnes invisibles qui rangeaient derrière lui? L'avait-il jamais remarqué? Elle travaillait 60 à 70 heures par semaine sur 3 emplois, continua Gérard. Parfois plus. Chaque euro supplémentaire allait à ses enfants ou à cette assurance. D'après les registres de l'assureur, elle n'a jamais manqué un seul paiement. Pas une seule fois en 10 ans. Même quand. Gérard fit une pause, vérifiant ses notes. Même quand elle a été hospitalisée 3 jours avec une pneumonie il y a 4 ans. Elle a effectué le paiement à temps. Lucas avait cessé de manger. Ses mains étaient serrées sur ses genoux, et Antoine pouvait voir des larmes couler silencieusement sur son visage. La police qu'elle a choisie était spécifiquement conçue pour prendre de la valeur avec le temps, expliqua Gérard. Elle a commencé petite, mais avec les intérêts composés et ses paiements constants, elle a considérablement augmenté. Elle a tout structuré à travers une fiducie pour protéger ses enfants. Lucas et sa sœur Inès ne peuvent pas accéder au montant total avant les 25 ans de Lucas. Mais ils ont accès à une mensualité qui couvrira amplement tous leurs besoins. Logement, nourriture, éducation, soins médicaux, tout. Antoine Delacroix regarda les chiffres. La mensualité était de 12 000 €. Plus que suffisant pour que 2 enfants vivent confortablement, aillent dans de bonnes écoles et des opportunités. Elle a tout pensé, dit Gérard doucement, jusqu'aux plus infimes détails. Elle a même inclus des dispositions spécifiques pour l'éducation d'Inès. Les frais d'université sont prépayés dans un fonds séparé. Comment a-t-elle su monter tout cela? S'entendit demander Antoine. C'est de la planification successorale sophistiquée. La plupart des clients riches ne structurent pas aussi bien leur fiducie. Elle a fait des recherches, dit Lucas doucement. C'était la première fois qu'il parlait depuis l'entrée d'Antoine dans la pièce. Je me souviens qu'elle restait éveillée tard à la bibliothèque. Elle disait qu'elle suivait des cours en ligne pour améliorer son français. Mais la voix se brisa. Elle planifiait ça. Elle planifiait comment s'occuper de nous quand elle ne serait plus là. Antoine regarda ce gamin, ce garçon qu'il avait ridiculisé et humilié devant un hall plein de monde.
et il ressentit quelque chose qu'il avait réussi à éviter de ressentir la majeure partie de sa vie d'adulte. Une honte véritable et lancinante. La lettre qu'elle a laissée à Lucas explique tout, dit Gérard, prenant le morceau de papier usé. Voulez-vous que je la lise ou... Lucas hocha la tête, s'essuyant les yeux. Il doit savoir. Tout le monde doit savoir quel genre de personne était ma mère. Gérard s'éclaircit la gorge et commença à lire. Mon très cher Lucas, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Et je suis désolé de ne pas avoir pu rester plus longtemps. Je suis désolé pour chaque anniversaire que je vais manquer, chaque remise de diplôme que je ne verrai pas, chaque moment de ta vie que je ne pourrai partager. Mais j'ai besoin que tu saches une chose importante, je ne regrette pas la vie que j'ai vécue. Les gens regarderont ce que j'ai fait, avoir plusieurs emplois, être toujours fatigué, ne pas pouvoir vous offrir de belles choses, et ils penseront que j'ai échoué. Ils penseront que j'aurais dû faire autre chose, être quelqu'un d'autre. Mais Lucas, j'étais exactement la personne que j'avais besoin d'être. J'étais ta mère. Et une mère n'échoue jamais. J'ai nettoyé les bureaux de gens qui pensaient que mon nom valait moins que le tapis qu'ils foulaient. Je savais que j'étais invisible à leurs yeux. Et j'ai utilisé cette invisibilité comme une armure, comme mon plus grand avantage. Tandis qu'ils me regardaient de haut, je les observais en pensant que j'étais inoffensive. Et pendant ce temps, chaque euro que j'arrivais à arracher à la vie, je l'envoyais à ma banque pour que tu n'aies jamais à te sentir invisible par manque d'argent. Je n'ai pas pu te donner la richesse de mon vivant, mais je t'ai donné le sacrifice de mon plus grand amour. C'est toi l'héritier, Lucas. Pas de l'argent, mais de ma dignité et de ma force. Sois fier de ton nom. Sois fier d'Amel Ben Ali et va vivre la vie que toi et Inès méritez. Je vous aime plus que les mots ne peuvent le dire. Et ne t'inquiète jamais pour le dîner. Je me suis assuré qu'il ne vous manquera jamais. Ta mère. Un silence lourd, absolu, remplit la pièce. Antoine Delacroix se leva brusquement, sans un mot, le visage défait. Il quitta précipitamment la salle de réunion, laissant derrière lui le témoignage de l'amour le plus pur et le plus cher qu'il ait jamais vu. Lucas, essuyant ses larmes, demanda à Gérard. « Ma mère était une bonne cliente ?» Gérard sourit doucement. « Ta mère, Lucas, a été la meilleure cliente que cette banque ait jamais eue. Elle a été la seule à posséder une richesse que nous ne pourrons jamais égaler, celle du cœur. La vie de Lucas et Inès fut transformée à jamais, leur futur assuré par un acte d'amour et de sacrifice au-delà de toute mesure. Antoine, quant à lui, fut forcé d'affronter la réalité que tout son or ne valait rien face au legs de dignité et d'amour laissé par une simple femme de ménage. Et moi, depuis mon balcon, je continuais d'observer la ville, mais avec une nouvelle connaissance, que les histoires les plus puissantes ne sont pas toujours criées depuis le sommet des gratte-ciel, mais murmurées depuis leur base, par ceux qui les construisent et les nettoient, et qui parfois laissent derrière eux un type de richesse qu'aucune banque ne peut quantifier.